Bonjour à tous. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous corriger l'exercice du TD sur les lois discrètes, le premier, en détail, hein, pour que vous compreniez bien les différentes méthodes de génération. D'accord? Donc, on vous donne une loi de proba, ici une loi discrète, pour commencer à fixer un peu les idées. Donc vous avez probabilité d'obtenir chacun des nombres. Donc, la probabilité d'avoir 4, c'est 0,05. La probabilité de tirer un 7, c'est 0,35. Donc, cette loi vous est donnée et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour générer des nombres qui suivent cette loi. Et donc une méthode qui est assez naturelle, hein, consiste à faire ceci. On va calculer les sommes partielles, donc les sommes cumulées, comme ceci, d'accord? Et ensuite, on va tirer un nombre aléatoire entre 0 et 1, et puis on va se demander, tiens, bah, quel est le nombre qui lui correspond, quel est son antécédent. Donc petite démonstration, je tire mon point uniformément, hop, U ici, il se retrouve ici entre là et là, hop, il est mappé sur le 7. Même idée ici, je tire deux autres points, le rouge, hop, se trouve ici sur le 6, le bleu se trouve sur le 2, et ainsi de suite, d'accord? Je vais pouvoir en générer tout un tas comme ça. Et donc, l'algorithme finalement que je vous propose, c'est le suivant. Je tire un U qui est uniforme entre 0 et 1, et je m'intéresse à sa réciproque. Alors, un tout petit peu de notation en fait. En général, on va dire que quand une loi X suit une densité F, donc c'est mes probas qui sont ici, ce que je vous ai dessiné à côté, d'accord, je vais enlever ces petits trucs-là, ce que je vous ai dessiné à côté, cette fonction-là, là, d'accord, c'est ce qu'on appelle sa CDF, d'accord, donc c'est les sommes cumulées, donc c'est la probabilité, si je me mets ici, ici, là, ce que je lis, c'est la probabilité que mon grand X soit plus petit que 2,5. Ici, c'est la probabilité que mon grand X soit plus petit que 4,2. D'accord? Donc pour ça, je somme les probabilités que j'ai obtenues avant. Et donc forcément, cette fonction-là, donc qui est l'intégrale de la précédente, d'accord, cette fonction-là, elle commence à 0 et puis elle va jusqu'à 1. D'accord? C'est pour ça que quand je vais tirer un nombre uniforme entre 0 et 1, ça va effectivement avoir du sens de considérer l'inverse par cette fonction grand F de mon nombre qui est entre 0 et 1. Alors pourquoi est-ce que ça marche ce truc-là? Parce que vous voyez bien que je vais avoir mes points qui vont être uniformément là-dedans, d'accord? Et puis je vais avoir 35% des points que je vais tirer qui vont se retrouver tomber dans cette zone-là, qui vont être mappés ici et qui vont être donc mappés sur le 7. Donc je vais bien avoir 0,35 comme probabilité de tirer le 7. De la même façon, si je regarde les antécédents du point 4, c'est les points qui sont ici. Donc c'est les points qui tombent dans cette toute petite zone ici. Et donc j'ai bien 0,05, enfin 5% de chance, donc, quand je tire des points uniformément là-dedans, de tomber dans cette petite zone et du coup de me retrouver mappé sur le 4. Voilà, donc c'est assez naturel. Hop. Donc, encore une fois, donc un peu de nomenclature. Quand on parle de loi discrète, effectivement, là on dit, bah voilà, ça c'est les probabilités, puis ça c'est les sommes cumulées, mais de manière plus générale, quand on a une loi de probabilité ici, et que notre x suit une densité f, ça c'est donc la fonction de densité, et ça c'est la cumulative density function, c'est la fonction, on appelle ça en français la fonction de répartition, mais c'est donc la fonction de densité cumulée, c'est l'intégrale de la précédente. Et donc c'est pour ça que cette méthode-là, elle s'appelle méthode par inverse de la CDF, inverse de la fonction de répartition. Bon, donc cette méthode-là, elle est intéressante parce que finalement, on tire juste un point U entre 0 et 1. Donc ça, c'est pas très très cher, on a vu comment faire dans les TD précédents. Et puis ensuite, elle calcule f-1 de U. Alors pour ça, il suffit d'avoir calculé f. Donc c'est ce qu'on fait quand on calcule une somme discrète. Et ensuite, il faut l'inverser. Mais alors dans notre cas ici, combien est-ce que ça va nous coûter de faire notre inversion? Vous voyez que si par exemple je m'intéresse à ce tirage-là, comment est-ce que j'ai fait pour trouver mon 7? Il a fallu que je me dise, bon j'ai mon nombre qui est entre 0 et 1, est-ce qu'il est ici? Donc est-ce qu'il est plus petit que 0,1? Non. Bon est-ce qu'il est plus petit que 0,2? Non. Est-ce qu'il est plus petit que pardon, est-ce qu'il est plus petit que 0,3? Donc non, etc. D'accord? Je vais comparer comme ça petit à petit jusqu'à dire, ah, c'est bon, mon point en fait il est dans cet intervalle-là. Et donc si j'avais une autre valeur, ici ou ici, d'accord, vous voyez que le nombre de comparaisons que j'ai fait ne serait pas exactement le même. Et donc, quel est le coût
de cette fonction-là. Donc, vous voyez que d'une fois sur l'autre, en fonction de la valeur de mon appel à U, bah, je ne vais pas avoir le même nombre de comparaisons. L'inversion ne va pas me coûter le même coût. Dans certains cas, ça va être super rapide. Je vais aller là tout de suite, je vais dire oui, c'est bon, j'ai trouvé un U qui est tout petit, donc hop, c'est mappé là-dedans. Mais dans d'autres cas, il va falloir que je me tape toutes les comparaisons dans mon tableau. Donc, combien de comparaisons je vais avoir? Eh ben, je vais avoir ici, quand est-ce que je vais sortir tout de suite? Bah, quand est-ce que je vais avoir, c'est quand je vais avoir ce nombre-là. Et donc ça va arriver avec probabilité 0,1. Quand est-ce que cette probabilité, ce test-là aura échoué, puis j'aurais dû arriver là, et puis je vais effectivement sortir là, bah, dans ce cas-là, j'aurai eu deux comparaisons, et je vais arriver à cet endroit-là avec probabilité 0,2, et ainsi de suite. De même, quand est-ce que je vais arriver ici? Bah, il va falloir fallu que toutes celles d'avant échouent, bon, ok, et puis que celle-là réussisse, et puis finalement, ça arrive uniquement quand la valeur de sortie c'est 8, et donc ça arrive avec probabilité 0,05. Et donc finalement, c'est quoi mon coût moyen? Bah, c'est voilà, 1 fois 0,1 plus 2 fois 0,2, etc. Et donc en moyenne, j'obtiens 4,85. On avait mis un peu de temps à calculer, mais la dernière fois en TD, mais en fait c'est très facile. Il suffit de prendre votre tableau avec les probas ici, de multiplier par chacun des coûts, donc ici de 1 jusqu'à 8, et puis de faire la somme pour avoir donc l'espérance du nombre de comparaisons. Alors, ensuite, on s'est dit, naturellement, bon, c'est un peu pénible ce truc, on est obligé d'avoir un nombre variable de comparaison. Donc, quelque chose qui serait raisonnable, ce serait de se dire, bah, puisque mon tableau est trié là, eh ben, je pourrais faire une dichotomie. Dire, bah voilà, j'ai 0,2, bon, bah, dans quelle partie du tableau c'est? Bon, bah, clairement, c'est dans la partie de gauche. Bon, bah, ensuite, je recommence. J'ai eu 0,2, donc dans quelle partie du sous-tableau c'est? Bon, bah, dans la partie de gauche ici, et ainsi de suite, d'accord? Et donc, dans ce cas-là, l'avantage, c'est que bah, je maîtrise le nombre de comparaisons, et je vais avoir donc au plus 3 comparaisons. D'accord? Et donc je vais avoir exactement un coût de 3 dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est facile. En fait, j'ai ici, dans tous les cas, je vais avoir exactement le même coût. Et puis voilà, du coup j'ai un coût de 3. Autre possibilité, on voyait que finalement c'est un petit peu crétin. Ce que j'aimerais, c'est que ce cas-là qui arrive le plus souvent, qui ici me coûte 7, et ben, me coûte moins cher. Donc, moralement, ce que je veux, c'est que les nombres avec les probabilités les plus élevées eh ben, sortent le plus souvent possible. Et pour ça, bah, c'est facile, il suffit de trier mon tableau. Si je trie mon tableau ici de façon à ce que, d'accord, j'ai d'abord ce nombre-là avec probabilité 0,35 et puis ensuite celui-ci avec probabilité 0,2, et ben dans ce cas-là, et ben je vais arriver tout de suite dans cette zone-là avec, enfin tout de suite, avec probabilité 0,35 je vais sortir là, ensuite avec probabilité 0,2 je vais arriver ici, ensuite avec probabilité je sais plus celui qui est de l'après, c'est 0,15 je vais arriver sur celui d'après et ainsi de suite. Donc du coup en triant, vous voyez bien que mon coût va être bien meilleur, et mon coût va être en fait de 2,9. Je peux le calculer aussi assez facilement, juste en triant mon tableau de proba ici, par ordre décroissant. Et donc vous voyez que c'est même mieux que le coût logarithmique. En fait, on peut montrer que ce coût-là, il est optimal. Alors voilà, ça c'était c'est toujours la même méthode, c'est l'inverse de la CDF. J'en ai évoqué une autre aussi en TEDx, qui est une méthode d'aliasing, dans laquelle je vous avais montré des slides. Et là, ça devient un peu plus compliqué. L'idée, c'est en fait de prendre ce truc-là et puis de le replier sur lui-même de façon à en fait tirer au hasard entre 1 et 8 uniformément. Et ensuite, tout ce qui dépasse quelque part a été remappé aux autres endroits. Et puis en fait, c'est remappé de façon intelligente, de façon à ce qu'il y ait juste une seule comparaison pour savoir si on mappe sur le 1 ou si on mappe sur le 7 par exemple. Donc cette méthode d'aliasing, du coup, bah, elle fait deux tirages uniformes et une seule comparaison. Alors que celle d'avant, bah, elle fait un tirage uniforme et puis 4,85, 3 ou 2,9 comparaisons. Donc là, on s'aperçoit que finalement, la comparaison de ces algos de génération, bah, ça dépend un petit peu de ce qu'on compte. Voilà. Alors enfin, il y a une autre méthode. Je vais faire un petit peu de ménage là. Donc ça, hop, non, ça reste. Ça peut partir. Et puis tout ça aussi. Ok, ok et ok. Voilà. Donc il y a une autre méthode que j'ai évoquée, c'est la méthode du rejet. Et donc la méthode du rejet, comment est-ce qu'elle fonctionne? Bah, de manière générale, elle fonctionne de la façon suivante. Si je vous donne une certaine densité, donc même une densité continue, et que je peux mettre cette densité dans une boîte, vous voyez qu'ici, elle est bornée entre deux endroits, et puis elle ne monte pas à l'infini. Elle pourrait, hein, parce que, encore une fois, tout ce que je demande à cette fonction-là, c'est que son intégrale soit bornée. Donc je pourrais très bien partir à l'infini et avoir une surface sous la courbe qui vaut bien 1. Euh, donc, si je peux mettre cette densité-là dans une boîte, eh ben, un algorithme qui va marcher, c'est le suivant. Je vais tirer un x
uniformément entre A et B, un Y uniformément entre 0M. Puis je vais dire, bah, si le point que j'ai tiré, d'accord, donc je vais avoir un X, je vais avoir un Y, donc il va se retrouver ici. Si mon point il est sous la courbe, et ben dans ce cas-là, je l'accepte. Si par contre il est à l'extérieur, dans ce cas-là, bah, je recommence. Donc comment ça marche ce truc-là? En fait, ça veut dire que je tire des points au hasard, et tous les points qui se retrouvent sous la courbe, eh ben, je les accepte, d'accord, ça devient des points verts, et tous les points qui sont au-delà de ma courbe, à l'extérieur, ben, ceux-là, je les rejette. Et donc, mon algorithme, il va faire ça, comme ça, tant que j'accepte pas mes points. Et donc, pourquoi est-ce que ça va marcher ce truc-là? Ben, on voit bien que je tire mes points finalement, mes points bleus, ils sont uniformément dans tout ce rectangle. Et vous voyez que ici, là, tous les points qui vont tomber dans cette zone-là, ben, je vais les accepter. Et je vais accepter beaucoup plus souvent des points qui sont dans cette zone-là que des points qui sont dans cette zone-là. À cause du fait que je prends en compte que ça doit être sous ma courbe et que la hauteur là sous ma courbe est bien plus élevée ici qu'elle n'est élevée ici. Donc la probabilité d'acceptation d'un point à une certaine abscisse eh ben, va être parfaitement proportionnelle à la hauteur sous la courbe. Et donc je vais bien tirer des points qui vont respecter ma densité de proba. Voilà, j'espère que c'est clair. Comment est-ce que ça va s'étendre cette idée-là au cas discret? Eh bien c'est pareil, ici je peux mettre ma loi dans une boîte, je vais juste tirer ici du coup mon x selon bah, une loi discrète mais uniforme du coup, enfin uniforme discrète, d'accord? Donc je vais faire un sample. Donc je vais tirer mes points uniformément là-dedans. Je vais tirer une hauteur uniformément entre 0 bah, et 0,35, la hauteur la plus élevée que j'ai, puisque c'est facile de le faire entrer dans la boîte. Et puis bah, les points qui sont ici, ici ou ici, vous voyez, ils ne vont pas être acceptés. Par contre, les points qui sont sous la courbe, eh ben, je vais les accepter. C'est vraiment exactement le même principe. Alors ça va être quoi du coup la probabilité de rejet? Vous voyez que mon algorithme du coup il est très très simple. Par contre, il pourrait potentiellement jamais terminer. C'est-à-dire que si j'ai vraiment pas de chance, je vais toujours tomber à l'extérieur de la courbe. Bon, il y a quand même, en fait, vu que j'ai une surface ici qui est non nulle, c'est pas vrai, ça va pas arriver. Je vais bien finir par tomber à l'intérieur. Et donc c'est quoi la probabilité d'acceptation d'un point? Et ben en fait c'est la surface verte, d'accord, la surface qui est sous la courbe, rapportée à la surface totale de mon rectangle, d'accord. Et donc bah, je vais pouvoir calculer du coup ma probabilité, le coût moyen de la façon suivante. En fait, c'est quoi la probabilité d'acceptation dans mon cas ici? Ben, vous voyez que je commence par tirer un point uniforme entre 1 et 8, et puis ensuite, bah, avec quelle probabilité je l'accepte? Et ben ici, là, la somme de ces points-là, elle vaut 1. C'est quoi par contre rapporté à la surface totale? Eh ben c'est 0,35. Et du coup, j'ai 1 sur 0,35 comme probabilité, enfin j'ai 0,35 de probabilité d'acceptation, 1 sur grand M en fait. Et du coup, bah, le nombre moyen d'itérations que je vais avoir, c'est 1 sur cette probabilité d'acceptation. Et je vais donc avoir un coût total moyen de 1 sur 0,35 fois, bah, fois quoi? J'ai deux appels à random et puis une comparaison. Voilà. Et encore une fois, on se heurte un petit peu aux limites de comparaison d'algorithmes où les coûts ne sont pas exactement les mêmes. Voilà. Donc, le point important à comprendre pour cette méthode de rejet, c'est que plus ma zone verte ici va être proche de la zone orange, bah, plus je vais accepter rapidement, et donc plus mon algorithme va être efficace. Et au contraire, si jamais j'ai une forme toute ratatinée qui monte très très haut avec un M du coup et puis un AB qui sont obligés d'être très très grands, et ben du coup ça va pas très bien marcher parce que ma zone verte rapportée à ma zone totale là, jaune, et ben va être assez mauvaise. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris sur ces histoires d'orget et que maintenant vous allez pouvoir appliquer ça, ces méthodes-là, à d'autres lois.